Fidèles connectés sur le www.sweetradio.tg, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nouveau numéro de prolongation ce mardi 11 août 2026. Nous parlerons de la D2 nationale, les chances des clubs togolais, la SK Elasco en Coupe Interclub et les coulisses de la professionnalisation. Pour débattre de tous ces sujets, nous sommes avec Justin Agbevo de Togogol, de la Haïti de la rédaction, et nous attendons Abdelkader Ibrahima, le consultant. La technique est assurée par Martial Evra Agoudon, la réalisation vidéo de Nizoulou. À la présentation, je suis Evelyne Benedi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de prolongation. Justin, bonsoir. Bonsoir à Evelyne, bonsoir à mon confrère Lila, bonsoir à toute la partie technique, Martial Agoudin et son assistante, et bonsoir également à tous les fidèles auditeurs et auditrices. Ça fait du bien de se revoir. Le plaisir est partagé, on est là pour décrypter encore une fois l'actualité sportive de notre cher pays. Ça fait un moment, et aujourd'hui on est là, on rassure tous les auditeurs et toutes les auditrices. Ça sera une très belle partie cet après-midi. Voilà. Demain, bonsoir. Oui, bonsoir, bien, bonsoir nos fidèles étrangers qui ont pris en marche le train. On est là encore pour débattre l'actualité du 128 et on est là pour les servir encore. Voilà, nous commençons avec le sujet de la professionnalisation qui tient tant à cœur à tous les Togolais, tous les amoureux du football national. Justin, le coup d'envoi de la dernière version professionnalisation est annoncé pour le 22 novembre. À, disons, 3 mois de cette date, rien encore de façon officielle. Qu'est-ce qu'on peut véritablement dire de cette professionnalisation? Pour parler de cette professionnalisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce grand vide qui est là depuis un moment. Et c'est vrai que la création de la Ligue professionnelle a été annoncée depuis pratiquement un an, mais depuis lors, il n'y a pas grandes informations sur la toile, que ce soit du niveau du bureau exécutif, que ce soit du niveau de la fédération. On n'a pas grand-chose aujourd'hui pour le dire. Et dernièrement, on a eu à écouter cette sortie du président de cette ligue, qui est le maître Wilson Baroum, sur les ondes de la radio Sport FM, qui a annoncé la date du 22 novembre prochain pour le début effectif de cette ligue-là. Est-ce que cela va se tenir aujourd'hui? Voilà, c'est le wait and see. On se pose beaucoup de problèmes puisque il doit y avoir un gros travail en amont qui doit se faire, et depuis lors, on ne sait pas exactement ce qui se fait en amont puisqu'il n'y a pas de communication autour. Les choses se préparent dans un grand flou qui ne dit pas son nom. Et on a eu à assister dernièrement à une prise de contact, je l'appellerai, avec le président, qui nous a parlé de son envie, de comment il entend développer cette ligue-là, comment les choses vont se passer. Il nous a rassuré que tout allait débuter ce 22 novembre, mais comme tu l'as dit, nous sommes encore à 3 mois de l'échéance. On ne sait pas ce qui se fait. Est-ce que les clubs sont déjà sont prêts? Il y a beaucoup de mutations, beaucoup de choses que les clubs doivent faire. Est-ce que c'est déjà fait? Qu'est-ce qui se fait? On annonce dans la foulée également une subvention de 70 millions pour chaque club. Est-ce que cela va être effectif? Quelles sont les modalités? Quels sont les contours de cette subvention? Comment ça va se gérer? Est-ce que ça va se gérer au niveau des clubs où la Ligue va déposer la somme dans une banque et la banque va prendre la charge de la distribution de cette somme-là? Comment ça va se faire? Depuis, on n'a aucune information. On ne connaît même pas le bureau qui compose. Justement, on n'a pas la liste du bureau de cette ligue-là. Et dans la foulée, récemment, on a annoncé la nomination du président du conseil d'administration. Et donc, du coup, depuis un moment,
aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer Il y a sur beaucoup il y d'interrogations. a beaucoup d'interrogations. De réalité, comme Justin, il a touché du doigt ce problème. Jusque-là, on ne connaît que le président de cette ligue de football professionnel du Togo. Les membres du bureau, c'est une version peut-être fantôme. Jusque-là, est-ce que véritablement ce championnat professionnel peut démarrer le 22 novembre selon vous? Oui, aujourd'hui c'est difficile de se prononcer sur ce sujet parce que la personne qu'on a mis à la tête de cette institution ne fait aucune communication. Si je ne fais aucune communication, c'est par rapport à ceux qui composent son bureau, ceux qui sont dans son bureau, la nomination du conseil d'administration, ce que les clubs doivent faire, ce que la fédération doit faire, le travail qu'ils font en amont dans l'homme, ils ne communiquent pas là-dessus. Aujourd'hui, si vous allez dans les hauts tréfonds du Togo, même un petit de 5 ans ou bien 10 ans, c'est qu'il y a un football professionnel qui arrive, les clubs auront 70 millions et puis ça s'arrête là-bas. Et de façon factuelle ou bien on ne voit rien sur le terrain. Est-ce que le président de cette ligue-là a pris contact avec les clubs? Est-ce qu'on a envoyé des courriers à des clubs qui vont jouer cette professionnalisation? Est-ce que les clubs aujourd'hui savent à quoi s'attendre pour être éligibles à ce championnat-là? Zéro. Il y a un flou total qui entoure ce processus-là. Et bien, c'est le président qui se prend un jour ou bien une soirée qui vous appelle de venir. C'était de manière informelle. Oui, bon, de façon... Il l'a précisé. Oui, informelle, mais vous avez vu, depuis 1 an, ils ont annoncé ce projet-là et ça fait déjà des mois qu'on a mis sur pied ou bien on a désigné le président. Il n'y a jamais eu une conférence de presse pour situer l'opinion que oui, ben écoutez, c'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'on attend de faire, c'est ce qui va être fait pour que les journalistes aussi situent l'opinion. Aujourd'hui, on nous interpelle dans la rue. Il y a des premières professionnalisation qui est blanc, mais on ne peut rien donner comme réponse parce que nous aussi, on n'est pas aguerris pour donner des réponses idoines pour situer l'opinion. Donc aujourd'hui, il convient, ou bien on invite la fédération, que ce soit la fédération, l'État togolais, l'État, quand je dis l'État, c'est le ministère des Sports, et le président de la Ligue, de convoquer très rapidement une conférence de presse pour situer tout simplement l'opinion. Parce que l'autre fois, c'est un poignet de journalistes qui est parti là-bas écouter le président et ses collaborateurs. Donc, il y a autres journalistes, une vague de journalistes qui doit aussi s'informer. Donc, moi, je me dis qu'il faut communiquer rapidement une conférence de presse pour situer l'opinion, qui fait quoi, qui a été nommé, qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi pour apprendre tous. Kader, bonne arrivée. Merci. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Bonsoir, Justin. Bonsoir. La professionnalisation au Togo, le championnat est attendu pour le 22 novembre. Peut-être que vous êtes dans les secrets des dieux. Le secret des dieux, qu'est-ce que vous en savez Ouais, moi, en tant que consultant? ça m'étonne que vous étonnez de cette lenteur-là, de ce flou qui entoure l'organisation de ce championnat professionnel. J'ai eu à discuter avec certains membres entre-temps sur un média et leur disant que nous ne sommes pas encore prêts pour ce championnat. Ils m'ont dit non, même si c'est 6, 8 heures, ils vont commencer, il faut d'abord commencer. Où est-ce que ça va donner? On a donné les noms de certains stades qui vont accueillir ces matchs-là. Mais depuis, vous voyez, il y a, comme l'a dit Justin, comme l'a dit mon frère, il y a un flou qui entoure ça, sauf la nomination entre Yamalata et Maître Wissomao, qui ont décidé qui va parler au nom de La cette Ligue. ligue, de la ligue-là. On ne sait pas, on n'a pas un bureau, il n'y a pas un secrétariat, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de...
rien, on entend, donc on fixe une date du 22 novembre. On dit qu'on va allouer 70 millions à ces équipes-là. Moi, la question que je me pose, est-ce que ces équipes-là ne se préparent? Moi, je prends d'autres équipes qui aujourd'hui, n'ont pas de coach. Quand le coach est parti, jusqu'à présent, on n'a pas de. Est-ce qu'ils vont se préparer? Il y a deux équipes seulement qui se préparent. C'est parce qu'elles aussi, elles ont des échéances africaines. C'est pourquoi elles se préparent. Mais dans les autres états-majors, rien. On n'entend rien. Donc, c'est just wait and see. Ça peut commencer. Justin, concernant cette nomination, peut-être c'est vrai qu'on n'a pas vu de note officielle, président du du conseil d'administration. Si je ne me trompe pas, les tests disent que le président de la Ligue fait office du président du conseil d'administration. Oui, effectivement, si on fait recours aux tests qui régissent la création de cette ligue-là, on nous a dit clairement, bien les tests disent clairement que le président de la ligue est d'office le président du conseil d'administration. Voilà que dans la foulée, on nous informe et on nous annonce qu'il y a un autre président qui va prendre en charge le conseil d'administration. Comme tu l'as dit, on n'a pas encore une note officielle qui le stipule, donc c'est ainsi. Donc c'est tout ça là qui fait réagir la presse togolaise aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelque chose qui englobe tout le monde, tout le public, ou bien tous les acteurs sportifs du Togo, une telle décision qui implique tous les acteurs, on ne peut pas rester sans des choses officielles, sans des réactions, sans une note. C'est des spéculations de gauche à droite, tantôt c'est ceci, tantôt c'est celui qui a fait ça. De toutes les façons, on est là. Du moment où la date annoncée devient une parole d'évangile pour le président, tout le monde attend. Mais si le 22 novembre arrive et que ce championnat professionnel ne débute pas, alors là, il donne le frein aux médias de les critiquer. Donc aujourd'hui, nous on est là, on les attend. On attend le 22 novembre, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans 3 mois. Est-ce que ça va commencer vraiment? Pour nous, à notre côté, notre grande prière, c'est que ce championnat professionnel débute véritablement pour qu'on puisse changer les choses dans notre pays. Au cas contraire, on reviendra dans ce studio pour en parler. Voilà, Justin Agbevou a quand même planté le décor de ce début de professionnalisation. Le week-end dernier, nous étions dans une ville du Togo pour la finale d'un tournoi et le confrère ou l'animateur disait que bientôt le championnat professionnel va démarrer, les clubs auront droit à 70 millions. Il disait aux gens, divisez les 70 millions là par 25 pour voir à combien un joueur du championnat sera payé. Ça veut dire que du flou ou un flou entoure cette subvention-là. Dès là, vous étiez présent. La LFPT a du pain sur la planche. Oui, beaucoup de responsabilités l'incombent. Aujourd'hui, il y a un flou total parce que déjà, si on divise les 70 millions sur 25 joueurs, chacun à la maison va déjà faire le calcul que si mon fils jouait à Gomido, il doit revenir à la maison à la fin de la saison avec 5 ou bien 7 ou bien 8 millions. Déjà, on a ancré ça en tête. Mais aujourd'hui, si vous voyez la matérialisation des choses, il y a un problème. Déjà, je sais à pointer du doigt la nomination d'un président du conseil d'administration. Or, les tests disent autre chose. Qui a nommé la Magnata en vertu de quoi? Je n'ai rien contre le président Nyamalata, mais si nous devons faire des choses, on doit faire dans des bons nombres. Aujourd'hui, il est bien de professionnaliser le football togolais, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait courir? Moi, je propose qu'on doit aller de pas à pas, aller de semis et pour expérimenter les choses, pour voir à la fin de ce semis-là ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on a besoin d'aller professionnaliser de façon totale le championnat?
L'exemple du Gabon, n'oublions pas l'exemple du Gabon. On a fait venir des gens, mais à la fin, ça n'a pas marché. Il y a un mot de l'ancien président, le feu Auguste Sabo, qui disait professionnaliser le football, ce ne sont pas des mots, ce sont des mots. Il faut des actes. C'est des actes qui priment avec ce professionnalisme-là. Donc aujourd'hui, il va falloir que nous redistribuons les cases. Nous redistribuons les cases en donnant des rôles spécifiques à tout le monde. Justin, c'est toi qui vas faire ça. Monsieur Kader, c'est toi qui vas faire ça. Pour voir ensemble ce qu'on pouvait faire pour arriver à ce professionnalisme. Sinon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut augmenter le salaire, la cagnotte des clubs. Mais aller au-delà, moi je dis qu'on n'a pas encore besoin, on doit aller pas à pas. Kader, le président de la FPT, Maître Wilson Baron, a donné la date du démarrage du championnat de première division sans quand même la présence de son bureau. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besoin? Effectivement, il est vite allé en besoin parce qu'on ne peut pas, on n'a pas de bureau, donc c'est le bureau qui doit se réunir et puis décider de la manière du dispatching de la somme annoncée. 70 millions, on dit 70 millions pour les équipes qui vont compétir. Pour moi, même 70 millions, c'est trop peu pour un championnat professionnel. Moi, je propose 120 à 150 millions, parce que quand vous voyez tout ce qui entoure l'organisation des matchs, les équipes eux-mêmes ne vont pas jouer à domicile. Ils vont se déplacer, se loger, et puis après la fin des matchs. Et vous voyez, les 110 millions sont peu, c'est pour au moins 5 à 6 matchs. Si on veut être sérieux dans le professionnalisme, vraiment, 110 millions, c'est peu. Mais l'annoncer comme ça, sans qu'il y ait un bureau et qui le dit, sans rien, je pense que parfois, l'être aussi, bon, je ne sais pas s'il a reçu des conseils quelque part, et du ministre délégué auprès de la dame qui dirige le football togolais. Vous avez Fofana, c'est un délégué, je ne sais pas, il a reçu le conseil, et il a eu l'assurance même des décideurs de ce pays avant de se prononcer. Bon, nous, on attend. Comme tout le monde, tous ici, on dit on attend. Et si on dit on attend, et on va attendre. Je voudrais rebondir encore pour dire que déjà les 70 millions, c'est un bonus pour le Togo. Parce que voilà, le Togo vient notre championnat vient de monter. Voilà, la Lonato vient de très très loin. Aujourd'hui, on a quitté 5 ou 7 millions à 10 millions et on quitte 10 millions pour 70 millions. Je dis que il faut déjà prendre ça. Il faut le prendre et puis revendiquer après. Déjà pour un début, 70 millions, mais c'est vraiment absurde de dire aujourd'hui que les gens font des calculs pour diviser les 70 millions sur les 25 joueurs. Et je dis que c'est absurde. Peut-être que les gens pensent que c'est 70 millions par mois. Donc non. Il faudra quand même 70 millions par mois. Ça, c'est à l'intérieur du pays. Non. Il faudra qu'on dise aux gens. Non, ça ne peut jamais être possible. L'ensemble de la saison. Ça ne peut jamais être possible. Et c'est là aussi qu'on va tester la manière de gestion des clubs. Tu ne peux pas prendre 70 millions et puis aujourd'hui les gaspiller comme ça. Déjà, sur Sport FM, le président de la Ligue parlait d'une banque qui devrait acheter des bus pour des clubs. Déjà, le problème de déplacement, de transport et tout ça va être réglé. On espère que ça va être réglé. Et du coup, quand vous êtes un club et que vous êtes en déplacement, on parlera beaucoup plus de logement, de la restauration et tout. En ce qui concerne le transport, ça va être réglé. On prie que cela soit effectif. Maintenant, il y a également les matériels. Il faut acheter, même pour les secrétariats des clubs. Il faut les doter de matériel. Il y a le chargé de communication qui est là, qui doit avoir son contrat. Il y a le staff. Et surtout, le gros budget, là où vient le gros budget, où on n'en parle quasiment pas, c'est côté santé des joueurs.
côté blessure, tout ça là, il y a des imprévus qui arrivent au cours de la saison et donc il doit avoir un budget conséquent dédié au docteur ou au kiné du club qui doit véritablement traiter les joueurs avec précaution pour qu'ils puissent répondre tout au long de la saison. Tout ça là, c'est des choses dans les 70 millions. Et donc on va voir, je ne pense pas que certains clubs, tous les clubs vont gaspiller les 70 millions parce qu'aujourd'hui, ils vont se dire que voilà, nous avons 70 millions, on va les dépenser comme on veut. Mais attends, si les 70 millions finissent avant la fin de la saison, le reste, ça incombe aux responsabilités du président. Et donc, je ne vois aucun club tomber dans cette manne financière-là, et puis la gaspiller comme il faut. De toutes les façons, il y aura des factures, il y aura des choses à prouver. Et je sais pertinemment que les choses vont se gérer avec une banque. La dernière fois, le président nous parlait du modèle tanzanien. Du modèle tanzanien, c'est du lourd. Mais il est beau de rêver quand même. Oui, pour rebondir rapidement, je me dis que jouer le championnat en novembre et aujourd'hui nous sommes en août, déjà nous sommes en fin, disons nous sommes en fin août, on est en retard. On est en retard, Justin a touché du doigt certains aspects, acheter un bus, trouver les côté santé des joueurs formés Côté santé des joueurs, il faudra démarrer Oui. les préparatifs de la saison. Oui, Pour, démarrer les préparatifs de la saison. Les joueurs doivent faire des visites médicales. Les responsables médias des clubs doivent être formés. Les joueurs doivent être dans un état d'esprit bien aguerri pour démarrer la saison. Les supporters doivent être formés parce que nous voulons ce qui est professionnel. Les matchs seront diffusés sur la télé. On ne doit plus être dans nos habitudes là. On doit changer beaucoup de comportements, on doit changer des choses. C'est dès maintenant. C'est pourquoi je dis que la Ligue est déjà en retard. Si on veut un championnat professionnel en novembre, le 22, comme on le stipule, nous sommes déjà en retard face à l'événement. Donc, qu'est-ce que je l'ai dit au prime abord, aujourd'hui, le bureau doit accélérer les choses. Est-ce qu'il y a un bureau? Non, le président doit accélérer les choses parce que l'autre fois, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a donné certains noms. Il y a certains noms qui sont dans l'ombre, qui sont, par exemple, au niveau du secrétariat, il avait donné des noms. Donc aujourd'hui, je crois qu'il travaille dans l'ombre et il doit se révéler au public pour accélérer les actions de ce qu'ils vont faire le 22 novembre. Parce que aujourd'hui, tout le monde les attend de pied ferme. Qu'en novembre, on doit jouer le professionnel. Kader, est-ce que, selon vous, ça presse véritablement de commencer la professionnalisation du football togolais en novembre? Le président a énuméré les terrains qui seront dotés de projecteurs et tout ça parce qu'il y aura les matchs en nocturne. Est-ce que tout ça peut se faire dans l'intervalle de 3 mois? Moi, je vois que c'est utopique. Excusez-moi, c'est très utopique. Je ne pense pas. En 3 mois, on ne peut pas faire toutes ces choses-là. Déjà, on annonce les bus. On ne sent même pas que les bus sont venus. Parce qu'on dit souvent quand Michel ferait une bonne chose, c'est dans la démarche qu'on voit. Depuis, on ne voit rien. Et combien de clubs ont des comptes en banque? Combien de clubs ont des sièges? Comme l'a dit les collègues ici, il faut prévoir beaucoup de choses. La santé, souscrire à une assurance pour les équipes, se préparer. Je ne sais pas ce qui presse, franchement, je ne sais pas ce qui presse. On quitte le championnat, excusez-moi, amateur, et puis il n'y a pas de temps de transition, c'est-à-dire le championnat semi-professionnel pour aller au professionnalisme. On parle de la Tanzanie. La Tanzanie n'a pas pris un an pour préparer le championnat professionnel. Et il y a un groupe, la télévision Azam, c'est elle. Il y a Azam TV qui prend. C'est elle qui organise ce championnat, sponsorise ce championnat. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est Orange. Il n'y a pas d'Orange. Et puis ici, c'est l'État. L'État a beaucoup de priorités. Beaucoup de priorités. Donc on ne peut pas
tout mettre sur le dos de l'État. L'État aussi doit céder au moins certaines responsabilités à certaines personnes. Donc, normalement, on doit avoir une société qui, c'est elle qui va gérer ce championnat, c'est elle qui va tout organiser. On ne le fait pas et on annonce des choses. Bon, nous sommes toujours dans l'attente. Si vous prenez même le timing c'est un peu court. Hein. On n'a pas fait la D2. Supposons qu'on finit la D2. Il y a deux équipes qui vont monter. Ils auront quel temps pour se préparer? S'il y a la fin de cette D2 aussi, il n'y a pas de réserves. Des réserves, voilà. Vous voyez, donc le timing, franchement, c'est trop court. Justin, qui dit professionnalisation, parle aussi de sponsoring. Mais cet aspect, visiblement, est oublié. Je pense que les acteurs les plus concernés sont en train de travailler là-dessus. Puisque les choses se font dans les coulisses, on attend. De toutes les façons, on ne peut pas jouer, on ne peut pas aller vers un championnat professionnel sans sponsor. Comme on l'a dit tout à l'heure, mon frère Kader, on espère que tout se passe très bien dans les coulisses. Maintenant, quand je reviens un peu en arrière, je dis, le championnat togolais était suivi professionnel depuis un moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'au moins, pratiquement, tous les clubs arrivent quand même à signer des contrats à leurs joueurs. Voilà, maintenant, c'est la régularité dans le paiement que certains, le rythme dans la régularité du paiement des salaires que beaucoup de clubs n'arrivent pas à suivre. Mais aujourd'hui, quand on prend les 5 premiers, allant jusqu'à 6, 7, ces clubs-là qui sont mieux organisés, arrivent quand même à payer régulièrement les salaires. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Togo évolue dans un championnat amateur. Moi, je dirais que c'est un semi-professionnel. On a déjà dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, tous les clubs disposent d'un compte en banque parce que la fédération ne paie pas de main en main. Les transactions ont été faites et s'effectuent toujours à partir des banques. Et donc aujourd'hui, déjà même pour démarrer la D1 Lonato, lors des saisons précédentes, il faut remplir le club. Je suis secrétaire administratif d'un club, donc je sais de quoi je parle. Et donc, tous ces documents, quand tu n'arrives pas à incorporer tous ces documents dans le club de la CAF, parce que la CAF a déjà eu à envoyer un expert pour former les secrétaires généraux de tous ces clubs-là. Et aujourd'hui, c'est juste une continuité. Ce qui manquait dans ce championnat, bien ce qui manquait au club, c'est du financement. Aujourd'hui, les 70 millions, il faut qu'on prie véritablement pour qu'on puisse avoir ces 70 millions. Et la manière de rendre compte, c'est très important, la manière de rendre compte. La manière de restructurer les clubs, la transformation des clubs en société, c'est là que réside le grand défi. Et donc, puisque les 70 millions ne seront pas éternels. Justement, l'État va prendre peut-être 3 ou 5 ans pour subventionner. Parce que, comme on le dit, la professionnalisation ne se décrète pas. Et l'État peut décréter, mais vous serez la Ligue à la lourde charge d'aller décrocher ce sponsor-là qui va être derrière cette ligue-là afin de continuer la subvention, comme on le voit en Côte d'Ivoire. Écoutez, quand vous prenez par exemple le championnat du Congo, certains championnats guinéens, là, c'est seulement 3, 4, 5 clubs qui sont professionnels, les autres sont derrière. Et donc, on prend l'exemple. Moi, je suis étonné de voir qu'on veut prendre l'exemple de la Tanzanie. On peut tout juste commencer à côté. On ne peut pas pour le moment prendre comme modèle le championnat, la professionnalisation au Bénin. Mais on peut prendre le Ghana à côté, la Côte d'Ivoire à côté. La Côte d'Ivoire a eu seulement 5 stades pour démarrer sa professionnalisation. Et donc, on peut aller vers là, étudier le cas ivoirien et revenir l'implanter chez nous et chercher à l'améliorer au fil des saisons. Si on veut attendre pour être prêt, on ne sera jamais prêt. Et donc aujourd'hui, je suis confiant que la manière dont tout le monde veut la réalisation de ce projet et avec la volonté de tous les acteurs, je pense qu'on peut quand même arriver à quelque chose. Mais il va falloir que les gens soient sérieux dans ce qu'ils font comme travail. Quand tu es engagé, quand tu as un contrat, il faut apprendre à honorer ses engagements, à respecter son contrat. Et je pense que c'est de tout ça là qu'il s'agit et on est appelé à mettre la main dans la pâte pour la réussite de ce projet. J'ai aimé Justin, à sa fin, il a parlé de sincérité. Oui. Et on sait ce que ça veut dire la sincérité dans cette école. Mais Justin, il fut secrétaire dans un club. Et de plusieurs clubs d'ailleurs. Plusieurs clubs, et je l'accepte, mais ça ne nous empêche pas d'aller aux critiques et de dénoncer certaines choses. On connaît certaines pratiques de certains clubs
qu'il n'est possible avec des joueurs, soi-disant, qu'ils ont signé le contrat, ils n'ont pas lié pour qu'ils aient des licences, et après, ça tiraille entre ces joueurs-là et ces clubs-là. Donc, comme l'a dit Justin, la sincérité, c'est le maître mot. Parmi les stades qui seront peut-être remis au goût du jour, il y aura forcément le stade municipal de Lomé qui criait peut-être au professionnalisme ou à la professionnalisation depuis. Ouais, et nous, on l'avait depuis dit, on l'avait souligné à chaque fois quand je suis sur une antenne dans une émission, je me dis le stade, on doit revoir ce stade-là parce qu'il n'y a pas de projecteur. Et avant, on jouait à nocturne, on commençait les matchs à 15h30, le premier match finit à 17h, 17h30, et ça commence à permettre à ceux qui sortent du boulot de venir soutenir, on voit l'ambiance. Et quand on voyait le championnat passé, il y a certaines affiches qui se jouent à JCA, à Bossimé, et puis on met une affiche seulement au stade municipal, et puis il y a seulement, on peut compter les supporters. 50, 60 ou une centaine de supporters. Voilà, donc il faut d'abord revoir la pelouse. Vous savez, c'est vieil. Le parti synthétique là est vieux, ça fait longtemps, on veut voir les vestiaires, et surtout, à chaque fois quand je commence, j'ai chaud de voir la climatisation au niveau de la cabine de presse quand nous allons. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, et même j'ai vu au niveau du stade, même il faut voir, parce qu'il y a certaines déchirures au niveau des toits du stade, on doit tout revoir et puis bien changer le marquoir aussi. Changer le marquoir aussi en marquoir numérique, et puis bon, ça peut aller. Voilà, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre, celle de la D2 nationale. Justin, la D2 a démarré depuis quelques semaines. C'est le marathon pour les clubs dans les deux zones. Dans la zone sud, le dernier match de la phase aller se joue en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut retenir clairement de cette première phase? La fin de la première phase, bien sûr, dans la pôle A, oui. Sud, basé au Sud, puisque il reste une journée dans la zone nord. Et quand on prend un peu la pôle A, on voit Ascosa qui termine à la première position avec 11 points, suivi de la JCA qui joue d'ailleurs sa dernière journée de cette phase avec contre à Boussé, à Tapamé. Et donc, avant ce déplacement, la JCA comptait 7 points et est classé deuxième. Et Arabia, qui a joué dimanche dernier avec Agaza et a fait match 0 partout, compte aujourd'hui 8 points, suivi d'Agaza, 8 points également. Il faut dire, avec son match contre Maranatha, dispose aujourd'hui de 17 points. Aboussé qui a un match en retard à 5 points et Maranatha à 6 points. Et donc, le bilan global un peu de cette phase allée de la zone sud, voilà ce qu'on peut dire. Et maintenant, quand on veut rentrer un peu dans le fond de ce qui s'est fait lors de cette première partie, qui a été jouée d'ailleurs en marathon, 2 matchs par semaine, ça a été un peu rude pour les équipes, mais on a eu quand même à assister à de beaux jeux, surtout de la part du leader Ascosa. J'ai eu à assister à quelques matchs de cette équipe-là. On sent qu'il y a un travail qui se fait avec le coach Cedro et voilà l'ancien entraîneur de l'ancien entraîneur de l'Entando, il a félicité. D'autres clubs également, surtout la JCA également, qui arrive quand même à poser le ballon et à jouer. Avec un public toujours présent. Ah oui, il faut. Vous comprenez que il y a une communauté derrière ces équipes qui veut voir leur équipe monter en première division. On sait tout ce que cela donne comme
moyens financiers, et il faut de gros moyens pour pouvoir accéder à la première division. Mais du moment où on a annoncé la professionnalisation, puisque cette professionnalisation va prendre en compte la D1, la D2, donc comme on dit, l'appétit vient en mangeant, tout le monde veut goûter à la sauce. Donc du coup, on voit cet engouement-là autour de ces équipes. Et n'oublions pas également que la fédération veut que ce championnat finisse rapidement pour qu'on puisse préparer la saison prochaine, parce que c'est un championnat qui a démarré avec beaucoup de retard. À cause de la D3. Justement. Maintenant, quand on jette un coup d'œil du côté de la zone nord, qui est piloté aujourd'hui par Kakadel de Nouvelbourg, ce club-là qui a été relégué la saison dernière, voilà, qui est en tête avec 10 points, suivi de Sarah, le promu, Sarah qui est revenu fraîchement de la D3 et veut retrouver sa place dans l'élite. En tout cas, il y a d'autres clubs comme Agua, classé 8e, il y a Fouadan de Dapaon, pour qui rien ne marche pas forcément, et Fouadan qui a déjà joué en première division. Il y a également Taudio Athletic Club qui est classé 5e, il y a Kouki Mitete, il y a l'US Oza, voilà le tout nouveau bébé et qui est né récemment, et également Doumbé qui est classé dernier, Doumbé qui a été relégué lors de l'exercice précédent de la Dénonato et qui est sur le chemin d'un retour en D3. En tout cas, on ne le souhaite pas, il reste encore beaucoup de matchs. Et étant donné que c'est un championnat marathon, les clubs ne disposent pas de ressources humaines et surtout financières pour pouvoir faire face à ces exigences-là. Mais de toutes les façons, nous sommes à mi-parcours. On va attendre pour voir ce que cela va donner. Dès là, ce championnat de D2, Asfosa qui finit la première phase en tête, quel que soit le score du match à Bossé JCA, Asfosa ne sera pas inquiété. Ce club de la forêt sacrée qui fait quand même une première phase assez intéressante avec un joueur qui a crevé les écrans, Doko Barthélémy. Oui, j'ai comme l'impression que cette saison, le Asfosa veut jouer la première division, parce que si vous faites une immersion dans sa communauté, tout le monde parle une seule langue. Derrière, ils sont soudés derrière cette équipe d'Asfosa. Il faut voir quand Asfosa a matché à la JCA ou bien à Gaza, c'est une panoplie de supporters qui viennent pour les pousser à la victoire. Donc aujourd'hui, c'est une communauté qui est acquise aux causes de cette équipe d'Asfosa. Maintenant, si vous prenez les résultats d'Asfosa aujourd'hui, ils sont leaders avec 11 points, avec un entraîneur Cedro qui il n'y a rien en face durant le début de ce championnat. Je crois qu'ils vont garder cet élan-là lors de la phase retour, histoire de décrocher ce billet-là pour la première division. Mais attention, derrière Asfosa, il y a des écuries. Si vous prenez les équipes qui les suivent, c'est 8 points, 7 points, ce qui prouve à suffisance qu'il y a du danger à la demeure. Et ces équipes-là peuvent revenir à tout moment. Donc, quitte à Asfosa d'avoir un frein à main, histoire d'avoir une tête haute, d'avoir un seul objectif en tête, de terminer en première position contre vents et marées, parce que derrière est risqué. À Gaza aussi, qui de petit à petit reviennent dans la foulée. Il y a la JCA aussi, sans oublier Arabia et Maranatha de Fioport. Donc, tout est ouvert dans cette épaule-là, et la phase retour promet beaucoup d'expédition. Kader, ce championnat de D2 dans la zone sud est très animé. Il y a de cela 24 heures, je veux le dire comme ça. Des images ont circulé sur la toile, des images qui parlent d'intimidation à Gaza, surtout qui est décrié lors de ce championnat sur les 2-3 dernières journées. Est-ce qu'il faut véritablement ça pour gagner les matchs? Non, il faut se préparer pour gagner les matchs. Il faut se préparer. Si vous prenez dans la pôle du Sud, les équipes les mieux préparées sont en train de trouver, premièrement, parce que vous avez donné
qui depuis se préparer. Derrière elle, il y a une communauté. Vous savez, c'est pourquoi j'aime ces équipes identitaires-là. Quand on a des équipes identitaires, comme dans les années 80, à Sosa, à Gaza, et en temps les écoles de Lyon. Donc, on a derrière beaucoup de supporters qui apportent aussi, même ils aident parfois les joueurs. Et Ascosa de Lomé a donné comme objectif la montée. Et ils sont en train de le prouver. Il faut qu'ils cadrent effectivement. Mais derrière, il y a des équipes qui suivent. La JCA, c'est elle qui me suit. Cette équipe qui a mal démarré à Firpo, elle a été battue. Et elle a continué maintenant à monter haut. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose, ils ont appris quelque chose de ce qui se passe. Hein, parce que vous voyez, ils ont signé des partenariats avec certains centres de formation au Brésil où il y aura ces échanges de compétences. Ça veut dire qu'eux aussi, ils sont là, ils veulent monter. C'est une très grande communauté qui est derrière cette formation. Donc, attention à ces deux équipes-là, Ascosa et la JCA. Derrière, il y a Gaza. Franchement, c'est la déception. Moi, à Gaza, à chaque fois, ça crie beaucoup. Il y a, autour du club de Gaza, il y a beaucoup de problèmes. Parce que tout le monde veut donner son truc. Vous voyez? Donc, si vous confiez l'équipe à une équipe dirigeante, mais laissez-les faire. Je ne sais pas si parce qu'ils ont trop d'anciens joueurs qui connaissent trop, c'est pourquoi tout le monde veut apporter son sel, trop de sel dans la sauce, vous savez ce que ça donne. Donc il faut garder le calme, laisser le coach travailler pour amener cette équipe de Gaza au bon port. Donc il faut que cette équipe se reprenne. La phase retour sera très palpitante parce que ça va jouer jusqu'au bout du match. Quand vous voyez l'écart entre le premier et celui qui est dernier, il n'y a pas grand écart. Donc la phase retour s'annonce très palpitante. Justin, parlant de ces intimidations, vous avez vécu certaines, mais sur le terrain véritablement, Agaza peine à convaincre. Ah oui, sur le terrain, Agaza peine à convaincre depuis le début. On a même vu les résultats de cette formation lors des 3 premières journées où voilà, elle a concédé des défaites. Et la seule victoire à l'heure active depuis le début de ce championnat, c'est face à Ascosa. Et il fallait voir dans quelles conditions d'ailleurs. Non, ils ont gagné face à Brossé. À l'extérieur. Voilà, ça fait 2 victoires. Ouais. Voilà, donc ils ont concédé une défaite face à la JCA et un match nul face à Maranatha. Voilà un peu. Donc, mais comme tu l'as dit, dans le fond de jeu, ça peine à convaincre avec un jeu un peu brouillon. Maintenant, est-ce que pour eux c'est l'essentiel? Pour eux, l'essentiel c'est de marquer, de gagner parce qu'ils visent la montée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander à ces clubs-là de produire du beau jeu du moment où ils sont beaucoup plus fixés. Leur objectif est beaucoup plus fixé sur la montée. Et s'ils arrivent quand même à avoir une attaque qui marque beaucoup de buts, ça fait leur affaire. Et donc, du coup, on attend quand même. Mais l'important, c'est d'arriver quand même à préparer des joueurs qui se retrouvent dans n'importe quel système. Et quand on voit le jeu produit par cette équipe-là, c'est ça qui draine le monde. Le public sportif aujourd'hui est absent au stade parce que quand il arrive, il ne voit pas ce spectacle-là. Le public a payé pour venir assister à un spectacle. Et depuis un moment, le spectacle-là a disparu de nos stades. Et donc, pour retrouver le public sportif-là, il faut que nos équipes arrivent quand même à produire du jeu, à produire du spectacle pour ramener ce public-là si nous voulons aller véritablement vers cette professionnalisation qu'on souhaite. Voilà, dans la zone nord, Sarah fait quand même une première partie de saison intéressante. Il y a la Fonde plutôt du côté de Fouada. Oui, Sarah, cette équipe qui a déjà goûté les délices de la première division. Aujourd'hui, cette équipe qui est en deuxième division après un bref passage en troisième division. Aujourd'hui, cette équipe veut revenir rapidement. Il est deuxième au classement, ce qui prouve à suffisance que au-delà de la performance des joueurs, au-delà
de ce que donne le coach principal. Il y a une communauté de Bafilo qui est derrière cette équipe-là, qui pousse véritablement cette équipe à aller à bon port. Donc aujourd'hui, il faut compter sur Sarah qui veut jouer tout fait au leader cadre actuel. Maintenant, le bémol se trouve au niveau de Dapan, où Fouadan de Dapan est en train de laisser des traces, parce que on connaît cette équipe qui avait fait la pluie le beau temps en première division. Donc aujourd'hui, cette équipe peine à retrouver ses lettres de noblesse. Moi, je me dis que c'est en partie c'est au bureau, bien la communauté de cette ville-là. Quels sont les objectifs qu'ils ont fixés en début de saison? Quels sont les moyens qu'ils ont donnés à cette équipe-là en début de saison? Qu'est-ce qu'ils veulent? La montée ou bien le maintien? Parce que les objectifs parfois sont relatifs. Les joueurs peuvent beau jouer sur le terrain, mais si les décideurs disent que, tiens, il faut que vous faites uniquement le maintien, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'à défaut de la montée en première division, qu'il fasse que l'équipe reste en deuxième division. Même son de cloche pour Doumbé aussi, qui aujourd'hui est dernier au classement. Quand on sait que quand tu pars en troisième division, ça devient compliqué, pénible de revenir en deuxième division. Donc aujourd'hui, il va falloir que les dirigeants de Doumbé de Mango aussi fassent quelque chose pour que le club fasse un maintien en deuxième division pour aspirer jouer les premiers rôles la saison prochaine pour monter en première division. Kader Fouadan, le coach Donald Aliaki est très décrié par les supporters parce que les résultats ne suivent pas. Est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que derrière, on a donné les moyens à ce coach-là? Le public, c'est pourquoi il faut sensibiliser les supporters. Il y a ceux qui aiment le football, c'est eux qui font ce bruit-là qui veut à chaque fois quand le coach, ça ne va pas attaquer le coach, mais ceux qui connaissent le football savent qu'on doit se préparer en amont avant de continuer. Ce qui est pitoyable et triste pour les deux équipes du Nord qui sont derniers, Fouada et Djombe. Ces deux équipes-là ont marqué l'histoire du football togolais. Quand Fouada avec Alassane Monseli, Kofi Kona, Ahmed Kokou, c'est des joueurs qui ont marqué ce football-là. Djombe avec les Abdoulaye Yakoubou, l'Abdoulaye Faye, les Moussa Youma. Ils ont marqué ce football-là. Mais aujourd'hui, c'est la nostalgie. C'est pourquoi le public n'est pas du tout content à chaque fois qu'il y a une contre-performance. Donc il faut donner les moyens à ces équipes-là. Il faut une ambition. Vous voyez, Kakadi, et c'est qu'elle a passé quelques temps en première division, elle a voté les délices de cette première division, donc elle fait tout la mis le paquet pour remonter. Derrière Sarah qui a passé du purgatoire et maintenant il est, puisque la troisième c'est le purgatoire, c'est très difficile de remonter et maintenant elle est en deuxième division, elle ne veut pas céder, elle fait tout pour s'accrocher et revenir en première division. Donc, comme je l'ai dit, dans la poule A, dans la poule B aussi, rien n'est encore joué, il y a beaucoup de choses et on va assister à des rencontres qui vont déterminer celui qui sera le premier. Je pense que c'est les deux premiers qui les deux premiers de chaque poule vont s'affronter en demi-finale et les équipes vainqueurs de cette demi-finale. Effectivement, donc ça va être trop chaud. Dernier sujet de cette émission, les coupes interclubs, l'ASK et l'ASCO sont fixés sur leur adversaire au tour préliminaire des différentes compétitions. Justin, l'ASK hérite encore une fois de la SEC, mais cette fois-ci au premier tour. ASCO sera face à un club du Niger. Oui, ASCO face au club nigérien d'Azam. En tout cas, sur le papier, c'est jouable, mais attention, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. Parce que c'est un club qu'on n'a pas, on ne connaît pas véritablement. Et maintenant, si cette équipe est arrivée quand même à se qualifier pour la Coupe CAF, ce qui veut dire que voilà, ce n'est pas un club novice, et ils auront forcément de très bons joueurs à suivre de très près. Mais sur le papier, quand on prend le parcours
du club ASCO sur les 5 ou 6 dernières années, c'est cette équipe qui a été 5 fois champion du Togo et qui a déjà été reversée en Coupe CAF dans les phases de poule de la Coupe CAF. On peut dire aujourd'hui que c'est un habitué des compétitions continentales et donc du coup c'est une étape abordable, surtout ce tirage, c'est un tirage abordable pour les Pondorans de la COSA. Maintenant sur le terrain, ça va dépendre de comment cette équipe s'est préparée, le recrutement, est-ce que le noyau de la saison passée est toujours en place, quels sont les matchs amicaux que le club a prévu disputer. Surtout, on a vu déjà des matchs amicaux avec les centres comme Kolgoro. On n'a rien à apprendre de ces matchs amicaux. Il faut aller dans la sous-région, jouer des matchs avec les clubs qui sont également qualifiés pour jouer cette compétition. Il y a le Bénin à côté, il y a le Ghana, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire. Du moment où on joue face à un club nigérien, on a ASCO aujourd'hui a les moyens et peut se permettre d'aller discuter ou bien d'aller faire sa préparation même au-delà des frontières. On a vu la SK l'a fait la saison dernière en allant disputer un tournoi au Burkina et c'est bien préparé, même s'ils étaient tombés sur un pays maghrébin, le président s'est donné les moyens d'aller participer quand même à ce tournoi-là, ce qui a bien préparé, ce qui a servi un très bon une très bonne préparation pour les chauffeurs. Et aujourd'hui, on voit ces matchs amicaux qui n'augurent rien de bon pour le moment. Mais j'ose croire parce que le regroupement a commencé il n'y a pas longtemps. Mais le premier match aussi, c'est dans quelques semaines. Oui. Donc, du coup, il faut aller vite. Je n'ai même pas compris ce retard-là dans le regroupement, dans la préparation de ces équipes. On aurait pu se regrouper à temps, au moins avoir au moins 1 mois, 2 mois de préparation parce que... La SK a commencé le 6 juillet. Le 6 a juillet. repris le 6 juillet, l'ASCO, quelques semaines plus tard. Voilà, ce qui fait déjà 1 mois. Moi, je dis que c'est insuffisant. Mais on nous parlera de 6 semaines de préparation et tout avant de... Moi, je parle parce que déjà, on peut aller se préparer. Nos clubs ont souvent cette habitude-là de se préparer à la maison. C'est compte tenu aussi des moyens. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais de temps en temps, au moins sur 2 saisons, il faut avoir la volonté ou bien d'aller faire des préparations de-delà des frontières. L'entente de l'avait fait en tout temps, même si elle n'était pas qualifiée pour une coupe continentale. Justement, déjà on entend même que l'Étoile filante aussi va aller participer à un tournoi comme ça au Ghana, dans le Ghana. C'est une très bonne chose. Comment dirais-je signe de professionnalisation. On demande, on souhaite à ce que nos clubs prennent cette habitude-là à aller compétir, à aller se frotter, parce que depuis un moment, on ne parle que des clubs de la sous-région. Nous sommes seulement recroquevillés sur nous-mêmes, on ne sort pas, et on joue le premier match, le match aller, le match retour, et puis on revient s'asseoir, on attend encore le début du championnat. Et donc aujourd'hui, avec ASCO, ce tirage-là, ASCO n'a pas droit de passer, de rester ou bien d'être éliminé à ce premier tour. Ils ont toutes les chances de se qualifier. Mais attention, c'est ce que je disais, tout va se décider sur le terrain. Dès là, ASCO se déplace pour le premier match et reçoit au retour. Est-ce peut-être un coup de pouce pour cette équipe face à l'adversaire nigérien? Bon, aujourd'hui, je me dis que avec l'expérience qu'a engagé les clubs togolais sur l'échiquier continental, ça devait être un plus pour eux de franchir un palier. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait des années, des saisons, c'est les clubs togolais, c'est deux clubs togolais là qui vont sur le continent, ASCO et RCK. ASCO avait joué contre RCK. D'emblée, il y aura des expériences à engager là-bas. ASCO avait joué contre des équipes maghrébines par le passé, ce qui veut dire qu'il y a de l'expérience qui est passée par là. Maintenant, aujourd'hui, face à des équipes comme Azam et RCK, qu'est-ce que les présidents se sont dit? Est-ce que les présidents ont dit que cette fois-ci, c'est pour nous, c'est une occasion pour nous de franchir un palier, d'aller outrepasser cette étape-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous prenez les différents adversaires, Azam
il faut reconnaître que le football nigérien aujourd'hui a franchi des échelles pas possibles. On a vu l'équipe nationale, les équipes des petites catégories, ce qu'ils produisent quand ils sortent de leur pays. On doit prendre cette équipe d'Azam là très, très au sérieux. Aujourd'hui, je vois des commentaires sur des plateformes qui disent que maintenant, au ACK, ASCO, bon, on peut passer. Si c'est les Nigériens, ça n'a Chinamia, bon, on peut les passer. Attention, le football a changé. La dernière Coupe du Monde ou bien la récente Coupe d'Afrique des Nations en disent beaucoup. Donc aujourd'hui, on doit avoir une préparation minutieuse du côté d'Asco de Cana pour franchir ce palier-là. Sinon, on va encore aller apprendre et revenir. Et chaque fois, ça deviendra une routine pour les clubs togolais. Maintenant, si vous prenez ASK aujourd'hui, c'est lui le champion du Togo. ASK avait joué contre cette même équipe-là, d'ASEC Mimosa. Si vous prenez l'ossature d'ASK aujourd'hui, il a gardé, il a le noyau donc sur lequel on doit greffer certains joueurs de différents clubs pour venir aider cette équipe d'ACK. Donc je me dis que c'est une occasion aujourd'hui pour les clubs togolais d'aller prouver ce qu'ils ont appris de leurs années d'expérience sur le continent. Kader, ASCO se déplace au match aller et reçoit au retour les Verts pour la SK face à la SEC. La SK reçoit à l'aller et fait le déplacement sur la manche retour. Les chances véritables des représentants togolais. Oui, tout réside dans la préparation du club. Ils ont très tardivement et tout réside aussi dans la fraîcheur physique et l'ossature de ces équipes-là. Est-ce qu'ils ont gardé le noyau d'ossature et greffé et voir ceux qui n'ont pas marché la saison dernière et qu'on le tout, je ne suis pas sûr. Mais quand vous prenez l'équipe de Sam, c'est une équipe promue, elle était partie de deuxième division en première division et elle a mené la vie dure aux équipes de la première division. C'est une équipe très athlétique. Ils attendent depuis quand, parce que j'ai des amis nigériens, on est sur une plateforme, ils en parlent, c'est une équipe très athlétique, avec de très jeunes joueurs qui sont déterminés, et donc à ce qu'on doit faire extrêmement attention, éviter l'excès de confiance, prendre au sérieux cette équipe-là dès le match aller pour assurer sa qualification au match retour. En ce qui concerne l'ACK, c'est l'habitude de cette compétition. Ce qui m'a un peu dérangé, franchement, avec cette équipe de l'ACK, c'est le fait que l'absence de leur coach, Taï Ametokolo, qui est parti avec les U20 et pour le tournoi UFOAB, au lieu de rester aux côtés de certes, on peut dire qu'il y a son assistant. Oui, il y a le directeur sportif qui était là aussi. Si, mais le coach est très important. Il est rentré depuis. Si, moi je vous dis, il faut qu'on en revienne sur nos équipes-là. Déjà, sans arrêter votre ordre d'idée, déjà le coach Ametokodo vraisemblablement ne pourra pas jouer le rôle de coach sur le banc compte tenu des diplômes. Oui. Voilà, donc je pense que le club a tenu compte quand même de tous ces paramètres-là. Ok, parce qu'on a vu avec nos soutiens, avec ce qu'il a fait avec Borossou, il a laissé le club pour les 17 et puis ça n'a pas marché. Donc il faut que cette équipe d'ACK, comme je l'ai dit, pour ASCO, prenne au sérieux. Et ASEC, ils avaient joué avec cette équipe d'ASEC. ASEC, c'est un très, très bon club, une très bonne équipe avec de très bons joueurs individuels. Donc, ACK étant expérimenté, connaissant cette équipe, doit se préparer pour prendre les taureaux par les cornes dès le match aller pour assurer aussi sa qualification. Ça reste arrière de chaque fois aller, revenir, chaque fois ça devient redondant et ça devient fatigant pour plus surtout. Voilà, c'est ainsi que prend fin prolongation de ce mardi 11 août. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Denis Founou a assuré la réalisation vidéo. La technique était l'affaire de Martial Ebra Aboudan.
À la présentation, je suis Evelyne Benedi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien.